C'est avec plaisir que je me retrouve à nouveau dans votre assemblée pour parler une fois encore d'un personnage peu connu. Alors, Menou. Effectivement, Menou, la plupart des gens le connaissent sous Abdallah Menou, l'Égypte et capitulation à Calop. C'est à peu près ce qu'on a retenu dans les livres d'histoire. C'est peu de choses. C'est dans la, je dirais, dans le savoir de chacun. Alors en fait, qui est Abdallah Menou? Cet homme en qui Bonaparte avait confiance. Pourquoi un tel silence sur ce personnage qu'on traite souvent d'incapable? Au regard de l'époque et de ses compagnons, Menou a vécu une vie beaucoup plus complexe que beaucoup de gens. Alors on verra que c'est un aristocrate. Sa carrière essentielle est sur l'Égypte, néanmoins. Mais que fait-il après l'Égypte? Qui est ce personnage? Et pourquoi ostracise-t-on Menou? Pourquoi l'a-t-on ostracisé? Comment? Alors on regarde à l'époque, c'est un militaire âgé. Il a 48 ans au moment de l'expédition d'Égypte. Bonaparte en a 29. Ses camarades, autres généraux, en ont 24, 25, 26 ans. Il n'a rien de ces fringants officiers qui venaient de l'armée du Rhin et de l'armée d'Italie. Il a obtenu ses épaulettes de général dans l'armée royale. Il n'appartient à aucune coterie. Sinon d'avoir été remarqué en 1795 par un général encore inconnu, Bonaparte. Alors c'est un militaire de l'Ancien Régime, rallié à la Révolution. Jacques-François de Menou, chevalier de Boussay et autres lieux, est né au château de Boussay, ici, le 3 septembre 1750. C'est le deuxième de 5 fils. Il descend d'une très longue lignée de nobles tourangeaux. Son ancêtre le plus éloigné remonte à 1058. Le fief de Boussay échoua à un Menou en 1338 par un mariage avec Jeanne Péan, lointaine parente du fondateur de l'ordre du Temple. Sa marraine, à Jacques-François, est la mère de Turgot, donc pas n'importe qui. La marraine est la mère de Turgot, secrétaire d'État à la marine de Louis XVI. Et les armoiries de Menou témoignent de sa très ancienne noblesse. La propriété, le château, appartient toujours à la descendance, par épouse de Menou. Et on a fêté très récemment les 1000 ans de ce château dans la même famille, qui est l'une des raretés en France, le deuxième côté du château. Alors il reçoit l'éducation d'un jeune noble de province qui vise à le préparer au métier des armes. Son père était maréchal de camp. Son père décède lorsqu'il a 15 ans et Jacques-François prend le titre de baron. Son frère aîné quittera les armées en 1788 et il se retirera sur la terre de Boussay, au château. Ses 3 autres frères cadets seront pensionnés sur le trésor royal et seront aussi au service du roi. L'un d'entre eux sera tué dans les armées de la République au siège d'Huningue. Alors en 1766, notre jeune Menou s'engage comme carabinier volontaire au régiment du comte de Provence. Il est sous-lieutenant en 1768. Et il aurait été colonel aux Amériques pendant la guerre d'indépendance. À l'époque, les carrières militaires des officiers étaient faites de présence au régiment, au corps, et de très longues absences, de très longs congés. Et il met à profit ses profits de congés d'absence pour s'intéresser à la diplomatie et au régime colonial. Il semble avoir voyagé à l'époque en Inde et au Bengale, ce qui lui vaut des succès mondains. Il raconte des histoires. À la veille de la Révolution, il est de ceux qui soutiennent le mouvement de réforme de l'État. Et il est élu député de la noblesse pour la Touraine aux États généraux. C'est un personnage important dans sa province. Alors il appartient au groupe politique des Feuillants, avec Mirabeau, Choiseul-Gouffier et Lameth, qui tous les deux survivront. Il est partisan d'un système de royauté constitutionnelle et de l'égalité des citoyens. En fin mars 1790, il préside brièvement l'Assemblée constituante. Donc c'est un personnage qui compte, 1790. Il préside l'équivalent de l'Assemblée nationale d'aujourd'hui. Et propose à ce moment-là un système de conscription, avant la loi Jourdan. Il faut augmenter la solde des soldats, et il propose que le drapeau tricolore, que les 3 couleurs, bleu, blanc, rouge, remplacent le drapeau blanc, à fleur de lys. Après cette présidence,
et compte tenu des circonstances, il reprend du service comme colonel d'un régiment de chasseurs, et il est nommé maréchal de camp en 1792, c'est-à-dire général 1792 de l'armée royale. Le 10 août 1792, il est responsable des militaires des Tuileries, le massacre des Suisses. Il laisse les révolutionnaires s'emparer du palais. Il est d'avis qu'il ne convenait pas de déposer le roi, et donc il est suspecté par les révolutionnaires les plus durs. Il est accusé par Robespierre. Il échappe néanmoins à la proscription et à la guillotine, et est affecté à la défense des côtes à La Rochelle, donc mis à l'écart en quelque sorte. Il est néanmoins général de division en 93, et il est engagé contre la rébellion en Vendée, où il sera blessé plusieurs fois au cours des combats. Il se fera battre par les Vendéens à Saumur, mais Tallien le défendra, ce qui lui permet de sauver une fois de plus sa tête. Il est admis à la retraite en 1794, mais l'année suivante, il a rappelé au service, et là, son destin va basculer. Il est commandant des troupes à Paris en mai 1795, prairial, qu'il réprime sans effusion de sang, d'insurrection. Le 10 Vendémiaire, il est général en chef de l'armée d'intérieur. Il y a un poste d'importance. Général en chef de l'armée d'intérieur, c'est un poste qu'on proposera aussi à Bonaparte. Il dispose de 5000 hommes face à 30 000 insurgés. Il tente de ramener le calme, de semer la confusion chez l'adversaire, mais c'est trop peu de troupes, dira Bonaparte. Il est tout près de réduire l'insurrection, mais il refuse de tirer sur la foule. Il est donc destitué. Le 13, Vendémiaire, Bonaparte est nommé à sa place. Il met donc le pied à l'étrier de Bonaparte. C'est l'épisode de l'Église Saint-Roch, etc. Bonaparte sauve le pouvoir en place, il sort de l'ombre, il a 26 ans. Il sera toujours reconnaissant à Menou de lui avoir laissé la place libre. Fidèle à ses amis et à ceux qui l'ont aidé, jamais Napoléon ne refusera de soutenir Menou. Menou est néanmoins arrêté, jugé et relaxé grâce en partie au témoignage de Bonaparte. Suite à ce procès, il est mis à la réforme. Alors donc il vit à Paris, il est célibataire, il vit à Paris, et il côtoie une comédienne, la Beaujon. Il mène une vie assez tumultueuse, avec comme bien d'autres personnages dans cette époque trouble. Et il est rappelé quelques mois après au service, désigné pour commander une division territoriale. Il a 46 ans, il est physiquement fatigué, sa silhouette n'est pas celle d'un jeune homme. Il sait bien que les jeunes et ardents généraux révolutionnaires marcheraient sur les pieds d'un officier d'Ancien Régime, même s'il s'est rallié. Il sollicite un poste de diplomatie qui serait plus dans ses aptitudes, ou bien un poste de gouverneur d'une colonie, voire une mission d'inspection des troupes. Son expérience à constituante lui a appris les arcanes de la politique. Donc après 9 années de troubles, il cherche une nouvelle voie. Une nouvelle vie. Et c'est là que tout va changer. Avec Bonaparte en Égypte. Avec son embonpoint, sa calvitie et son allure de banquier, Menou dénote parmi la coterie des généraux et des officiers issus de l'armée d'Italie et du Rhin, qui sont admirateurs et attachés à Napoléon pour les uns ou férocement républicains pour les autres. Pourquoi Menou se retrouve-t-il en partance pour l'Égypte? Est-ce pour fuir une concubine un peu pressante? Possiblement. Pour s'éloigner de ses créanciers? Sans doute. Bonaparte le connaît, sait qu'il a montré des qualités politiques à la Constituante, et il lui confie une division qui débarquera à Alexandrie. Donc Menou n'est pas d'aimé de bravoure, et donc il débarque à Alexandrie avec sa troupe, et il est blessé à l'assaut des murs d'Alexandrie. Gravement blessé, ce qui fait qu'il ne peut plus commander une troupe au combat. Et il est nommé gouverneur de Rosette. Alors Rosette, c'est une petite ville qui est sur les bouches du Nil, qui était une ville agréable, ouverte aux influences étrangères. C'est aussi un point d'appui important pour la sauvegarde d'Alexandrie. Il ne dispose que de peu de troupes pour contrôler la région, mais il va s'appuyer sur les familles des commerçants français et égyptiens modérés. Il s'oppose à la politique des réquisitions autoritaires
et considère que l'armée doit se rallier à la population. Il garantit le droit des religieux mahométans et organise une sorte de municipalité avec les notables locaux. Il considère que l'Égypte pourrait avantageusement remplacer les colonies antillaises que l'on a perdues. Les ressources possibles en coton, en blé, en café, en indigo permettraient de développer la région de l'Égypte et donc remplacer les ressources des Antilles. Il rédige donc plusieurs mémoires en vue d'exposer le potentiel économique de la région du Delta. Et ces mémoires, il les adresse à Bonaparte. Menou va s'opposer à un ordonnateur en chef au sujet de livraison de vin, de denrées, etc. Mais cet ordonnateur en chef reconnaît la droiture et les compétences administratives de Menou. Il souligne que Menou s'insurge contre les friponneries de ses subordonnés, qui trafiquent avec l'argent de la solde et les marchandises, et qu'il lutte contre les privilèges des commerçants levantins qui avaient main sur le commerce. Le général ci-devant, baron de Menou, ci-devant, baron de Menou, donc un titre d'avant, hein, se serait plutôt ruiné que de laisser pâtir ce soldat, dira cet ordonnateur. En 98, après l'insurrection du Caire, Bonaparte confie à Menou le commandement de l'ouest du Delta, d'Alexandrie de Rosette. Il est ferme, il n'hésite pas à faire fusiller les chefs locaux responsables d'attaques contre les troupes. Il sévit aussi contre un général français responsable de malversation, général qui sera remplacé par le jeune Marmont. Le futur maréchal Marmont soutiendra toujours Menou dans son action d'épuration de l'administration. Subordonné à Menou, Marmont emprunta d'excellents rapports, très cordiaux, d'autant que Marmont souhaitait rentrer en France, donc il flattait son chef. Toutefois, il n'hésite pas à critiquer au besoin Menou pour se valoriser auprès de Bonaparte. Dans ses mémoires, qui apparaîtront en 1858-1860, donc bien après, Marmont en fait un portrait peu flatteur de Menou. Pourvu d'esprit et de gaieté, il était un agréable conteur, fort menteur, et ne manquait pas d'une certaine instruction. Son caractère, le plus singulier du monde, approchait de la folie. C'est toujours sympa de dire ça de son chef. Alors Bonaparte va le désigner au commandement du Caire pendant la campagne de Syrie. Mais Menou prétexte la menace de la marine anglaise pour traîner et rester à Rosette. Rosette est loin des chicaneries de l'état-major et Menou ne goûte guère le contact de ces jeunes officiers révolutionnaires, ambitieux. C'est une bonne raison pour ne pas se précipiter au Caire. Mais il y aurait une autre raison. Il semble qu'il y ait une autre raison. Alors voilà, Menou, hein, vous voyez, je ne suis pas jeune général hein, quand même. Hein. Je ne suis pas très jeune. Hein. Il y a une autre raison. Parce qu'en fait, c'est son mariage qui va le retenir à Rosette. Il ne va pas au Caire, il reste à Rosette pour se marier. Et se marier avec une Égyptienne. Donc voici à peu près le portrait. Bon, c'est une union qui a un but politique, mais néanmoins, il y trouve quelques avantages et souhaite convaincre les Égyptiens de la bonne foi et de l'intérêt des Français sur le pays. Bon, cette union d'un général avec une musulmane attire les moqueries. Marmont ne se prive pas de se moquer du mariage de son chef, qui le rendit la fable de l'armée. Bon, il a quand même 50 ans. Et au dire de Marmont, l'épousée n'est pas très attirante. D'autres témoignages prétendent le contraire. D'autres témoignages. Bon, il prend donc le prénom d'Abdallah, serviteur de Dieu. Son épouse se prénomme Siti Zobeida. Elle est égyptienne et divorcée, fille d'un riche shérif descendante de Mahomet. Sa dot est élevée, ce qui présente un intérêt, et selon Menou, elle a de très beaux yeux, des cheveux très noirs, le teint comme les Égyptiens, elle est grande, forte, assez bien en tout, et respecte la religion avec modération. Lui-même suivra la religion avec beaucoup de modération. Ils auront un fils qui s'appellera Jacques Soleiman Mourad de Menou. Alors Bonaparte ne lui fait aucun reproche d'avoir tardé à rejoindre son commandement.
ne lui reproche pas d'avoir traîné les pieds pour se marier. Et il lui confie même le gouvernorat de la Palestine, pendant la campagne de Palestine. Mais en fait, Menou ne va pas non plus en Palestine, il se presse lentement, car il sent bien que l'affaire va mal tourner, hein, et il revient à Rosette. Fin 99, à Aboukir, Menou reçoit la mission de réduire le fort où 3000 Ottomans sont retranchés. Bonaparte souhaite de lui donner l'occasion de s'illustrer au combat. Le siège bien mené se termine le 2 août par la reddition. Alors que le Directoire négocie de son côté l'évacuation de l'Égypte, en vue de récupérer un général capable et des troupes aguerries, Bonaparte quitte l'Égypte et laisse Menou avec les républicains de l'armée du Rhin, qui sont ses ennemis, comme un mandateur de sa politique. Il lui fait pleinement confiance. Alors c'est donc Kléber qui prend le commandement. Kléber est désigné par Bonaparte comme commandant d'armée d'Égypte. C'est Menou, qui est plus ancien que Kléber. Donc les militaires savent ce que ça veut dire. C'est Menou qui est plus ancien que Kléber, qui annonce à Kléber qu'il devient chef. Et que Menou est assez d'ordre. Menou rentre à Rosette. Kléber avait déjà souhaité quitter l'Égypte. Il ne croit pas à cette conquête. Il constate que la situation financière et opérationnelle de l'armée est mauvaise, moralement également, et s'empresse de signer la convention d'El Arish avec les Ottomans et les Anglais. Bon. Une partie de l'armée est favorable pour entrer en France, d'autant qu'elle n'est pas payée. Menou s'oppose à cette démarche et le fait savoir à Kléber. La décision pour Menou doit venir du Directoire, donc de Paris. Davout approuve Menou sans toutefois s'opposer à Kléber. Il faut être prudent. Kléber est fâché de l'attitude de Menou, mais l'intransigeance des Anglais conduit au durcissement des situations et la convention d'El Arish n'aboutit pas. Les combats reprennent, c'est la bataille d'Héliopolis, puis Kléber recentralise l'administration au détriment des commandants de région. Menou commande une région. Il proteste, Menou, et fait preuve de beaucoup d'inertie. Il s'indigne du manque d'intérêt de Kléber pour l'avenir de l'Égypte et pour ses avis sur l'économie et les finances. Il considère que cette démarche de rester en Égypte serait fructueuse pour la France. Petit à petit, un clan coloniste et un clan anticoloniste vont s'opposer. Talien, qui avait sauvé Menou lors de l'affaire de Vendée, s'oppose cette fois-ci à Menou. Parce que Talien voudrait rentrer en France aussi. Kléber repart en campagne contre les Turcs et confie le commandement du Caire à Menou. Celui-ci en améliore l'administration et met sur pied les fameuses légions coptes, grecques et syriennes. Les tensions demeurent quand même entre les deux, entre Menou et Kléber. Le problème est résolu le 14 juin 1800 par l'assassinat de Kléber. Menou est le général le plus ancien, et selon la loi, il prend immédiatement le commandement de l'armée d'Égypte. La loi s'applique, la règle s'applique. Voilà donc le quartier général français du Caire. Alors, la prise de... Là c'est Régnier, voilà c'est ça. Alors la prise de commandement de Menou suscite tout de suite la réaction et l'irritation de Régnier, de Lanus, de Dumas, entre autres, plus jeune et plus représentative de la nouvelle caste des généraux. Marmont confirme néanmoins les décisions de Menou. Selon la duchesse d'Abrantès, Napoléon, après avoir vanté l'amabilité de Menou, Bonaparte aurait dit qu'il est nul à la tête d'une armée. Kléber, avec sa grossièreté et ses propos cyniques, convenait bien. Qui d'autre alors lui demanda Berthier. Régnier, Lanus, Friand, Béliard, Rejeune. Le vieux Leclerc, non. Eh bien, c'est encore Abdallah Joseph Menou qui nous convient le mieux là-bas. Seulement, il lui faut un chef d'état-major habile. Junot propose Lanus ou Damas. Bonaparte répond, Lanus, c'est un joueur, il est méchant et corrupteur. Damas ne m'aime pas, mais c'est un homme droit et vertueux, il sera chef d'état-major.
Talleyrand écrit à Menou, et il lui dit qu'il remplissait l'attente de ses amis, qu'il relevait l'espérance de tous ceux qui achetaient un prix à l'avantage de nous maintenir en Égypte. Bonaparte approuve la conduite de Menou, sa confiance est entière. Par la proclamation du 9 Messidor, il programme que l'armée d'Orient s'engage à garder l'Égypte à la France. La volonté du premier consul assoit donc l'autorité du gouverneur, du nouveau gouverneur. Menou s'installe au palais royal, au palais national du Caire, pardon, et y installe son épouse et un harem avec des eunuques. Pour son épouse. Alors voici quelques portraits des opposants, donc en plus de Régnier. Alors Régnier, c'est un proche de Kléber. C'est un partisan de la capitulation et du retour en France, farouchement opposé à Menou, pour lequel il n'a aucun respect. Régnier est l'antithèse de Menou. C'est un pur produit de la Révolution. Il est protestant d'origine suisse, relativement jeune. Il se destinait aux ponts et chaussées. Il s'est engagé en 92 et en 93, il est proposé pour être général, mais il refuse. Donc 2 ans après, il est engagé, proposé pour être général, ce qui est tout à fait favorable. Il est néanmoins fait général de brigade en 95 et il sert Dumouriez, Souham et Moreau, les républicains. Régnier considère qu'il a été dupé par Menou et n'aura de cesse de critiquer son nouveau chef. Il a bien du mal à accepter les ordres. Pour lui, Menou est un usurpateur et un incapable. C'est simple. Alors Menou se rallie néanmoins adroitement l'attachement de la troupe. Il parvient à rétablir la discipline, il parvient à expliquer pourquoi l'armée devrait rester en Égypte, et il se concilie certains généraux, et il fait payer la solde. Le canonnier Bricard note dans ses mémoires que la majorité de l'armée accueille la nomination de Menou avec indifférence. Mais plus tard, il note encore qu'avec peine, nous nous apercevions de la mésintelligence qui régnait entre Menou et un grand nombre de généraux. Pour Menou, seul Bonaparte a le droit de choisir et de décider de l'avenir. Napoléon, plus tard, lui en saura gré. La troupe se résigne, elle le brocarde sur son physique, sur son mariage, et s'installe dans la mentalité d'une colonisation. Les généraux tels d'Onslow, Damas, etc. restent opposés au maintien de l'Égypte. Ils se voient relégués dans un désert de sable, oisif, quand Bonaparte et ses lieutenants se couvrent de gloire en Italie. La haine de certains sera très dure. Du côté du clan des civils, Talien poursuit Menou de Saharnia. Il écrit même à Bonaparte que Menou, très versé dans les insurrections, aurait voulu en exciter une en Égypte et que de hauts responsables de l'expédition s'étaient laissés circonvenir. Donc, Menou aurait eu la volonté de trahir. Menou ne se laisse pas faire et renvoie Talien en France, en le priant d'aller porter ailleurs son souffle pestilentiel. C'était pourtant pas rien, Talien. Il dira même « Je viens de vomir de l'Europe le fameux Talien qui avait été vomi de l'Afrique ». Alors, sur le plan diplomatique, Menou refuse de traiter de l'évacuation avec les Anglais ou les Turcs. Il ne cherche pas à financer avec ses adversaires. Son attitude nette lui garantit de rester en ligne avec les vues du premier consul. Il applique un concept de colonisation qui s'appuie sur l'intégration des populations indigènes. Il commence par structurer les armées des unités étrangères. Il crée le régiment, c'est lui qui le crée, le régiment des Mamelouks de la République, avec des Grecs, des Albanais, etc. Ce qui témoigne de la volonté d'implantation de la France en Égypte. Et ce système d'intégration d'indigènes dans les forces armées sera un outil utilisé largement plus tard par de nombreuses armées et par toutes les nations colonisatrices. Menou entreprend de réformer le système d'imposition égyptien très inégalitaire. L'armée a besoin d'argent pour payer la solde, ses fournitures, elle est coupée de la France, elle ne reçoit aucune subside. Donc on va se nourrir sur le pays. Les impôts sont aussi nombreux que leurs percepteurs, et elles pèsent sur le paysan. Il n'y a que les paysans qui payent l'impôt en Égypte. Par souci d'égalité, il crée des impôts nouveaux sur le commerce, les activités de change,
les transports, les marchandises, et un début d'organisation fiscale moderne est mis en place. Il va vers la suppression de la mise en fermage de l'impôt. L'impôt était perçu par les Coptes, qui sont des chrétiens en quelque sorte, donc sur les musulmans, vous voyez. Mais l'Égypte est encore loin d'être un État moderne. Il lance les prémices d'un cadastre, base de l'impôt. Mais il est toujours obligé de s'appuyer sur les Coptes, qui sont honnis des Égyptiens, des musulmans. Il envisage d'améliorer la production agricole, en étendant la propriété des terres aux paysans. 2/3 du sol appartenaient aux religieux à l'époque. Il fait examiner des projets d'irrigation, et en particulier par l'ingénieur Lepère. Alors Lepère sera l'un des premiers à étudier le tracé du canal Méditerranée-Mer Rouge. C'est le précurseur de Lesseps. Et le premier projet, c'est Lepère. Le premier dessin, si vous voulez. Lepère avait repéré qu'il y avait le même niveau entre la mer Rouge et la Méditerranée. Donc il envoie des ingénieurs faire les relevés, mais ce travail ne plaît pas du tout aux scientifiques qui protestent, qui préféraient mesurer la hauteur de la pyramide. Il s'intéresse à la modernisation des méthodes en important des graines nouvelles et en faisant venir quelques outils agricoles modernes de France. Vous voyez ? Il entreprend de réformer la justice traditionnelle pour limiter l'impact des vendettas. Et il essaie de mettre en œuvre un système d'état civil qui n'existait pas. Seuls les mariages et les divorces étaient comptabilisés. Mais il est conscient que le texte religieux des Mahométans, comme on les appelait à l'époque, régit toute l'organisation politique et sociale. Et il considère que le peuple égyptien, peuple intelligent, est capable de progresser et peut apprendre. Il tente d'introduire l'information par la presse, qui n'existait pas. Les notables, les Égyptiens, découvrent l'imprimerie, qui n'existait pas. Son action sur le plan culturel préparera l'ouverture de l'Égypte à la culture occidentale sous Mehemet Ali, une trentaine d'années après. Bon, néanmoins, il appréhende mal la résistance à l'innovation des Égyptiens et des notables surtout. Ce n'est pas en quelques mois qu'on va transformer des Égyptiens formés par des centaines d'années par l'islam pour devenir des Occidentaux respectueux des lois de la Révolution. Ça prend quelques semaines ou quelques mois. On va y arriver. La société traditionnelle est à milieu des concepts français. Alors voilà, donc il crée les Mamelouks, hein, vous voyez, le joli uniforme. Le régiment de dromadaires aussi. Alors c'était assez amusant de voir des Normands et des Bretons essayer de monter sur les dromadaires, hein, plutôt que des percherons et des postiers bretons. Hein. Le port d'Alexandrie est développé. Il développe le port d'Alexandrie. Et les Français vont au souk, vont vivre le commerce. On fait tourner, en fait, les Français occupent le pays et font tourner l'économie. Ils intègrent dans l'économie la solde qu'ils ont perçue par les impôts. C'est un flux. Alors, à la fin du rêve égyptien, parce que tout a une fin, bien sûr. En 1801, début 1801, les Anglais et les Ottomans veulent toujours chasser les Français du rivage sud de la Méditerranée. Les Français sont quasiment coupés de la France à cause du blocus britannique. Alors Menou agit selon ses idées, sans le soutien de nombre de ses généraux et des membres de l'Institut d'Égypte. L'opposition est toujours très forte entre les tenants de la colonisation et ceux qui veulent rentrer en France. Tout est prétexte à moquerie, dissension, etc. Mais néanmoins, la troupe ne se joint pas aux querelles des chefs. La troupe reste fidèle à Menou. La fronde se développe et il y a une petite querelle amusante, si on peut dire, autour de la souscription du monument pour Kléber. Bon, les généraux républicains avaient imaginé de faire un monument pour Kléber, à la gloire de Kléber. Menou refuse. Et donc il y a des échanges de courriers, de documents. Et les Anglais s'emparent de certains des courriers. Et les Anglais ajoutent un peu du sel dans l'affaire, pour envenimer les affaires. L'outrage à la mémoire de Kléber est une chose impardonnable pour la République.
Alors les Anglais veulent à toute force empêcher les Français de s'installer durablement sur la route des Indes, et conjointement avec les Turcs, ils décident de débarquer en Égypte. Les troupes turques sont massées au sud de la Palestine, elles sont soumises à la peste, elles sont mal ravitaillées, mais font mener une menace sur l'est de l'Égypte. Les Bédouins du désert continuent leur raid de pillage. Abercrombie, donc le général anglais, et la flotte exercent toujours un blocus serré de la côte nord. Menou détache des troupes à Alexandrie, mais il limite ses renforts. Il ne sait pas exactement où sera la menace. En mars 1801, Abercrombie débarque à Alexandrie. Briand sous-estime la menace. L'armée française est dispersée. Le Caire est en effervescence. La population commence à s'y agiter. La première rencontre avec l'armée anglaise a lieu à Aboukir, 13 mars, deuxième bataille d'Aboukir. Le général Lanus agite trop tôt, attaque trop tôt, pardon. Menou tarde à agir. Le fort d'Aboukir doit lâcher. Le 21 mars, l'armée française est réunie à peu près en entier à Canop. Les forces sont équilibrées entre Français, Anglais et les Ottomans. Mais un discorde règne dans l'état-major français. Régnier et Lanus pressent Menou d'attaquer la position des Anglais. Ceux-ci sont plutôt bien renseignés par les Bédouins et attendent les Français derrière des retranchements de campagne. Régnier attaque avec peu d'énergie. Lanus, lui, est rapidement tué. Et d'ailleurs, en mourant, toujours d'après le canonnier Bricard, il aurait dit à Menou « Va, je suis foutu et ta colonie aussi ». Menou hésite, néglige certains conseils, fait charger inutilement ce qui lui restait de cavalerie. Abercrombie est mortellement blessé, mais les Français ne parviennent pas à emporter la ligne anglaise. La défaite signe le sort de l'Égypte française. Les opérations continuent dans le delta du Nil. Rosette se rend après 10 jours de siège. Les soldats sont découragés, les généraux agissent sans cohérence. Belliard, qui avait dans les mains à peu près la moitié des effectifs, 10 000 hommes à peu près, capitule au Caire sans en rendre compte à son chef, à Menou. Donc la moitié de l'armée capitule sans en rendre compte, sans demander l'autorisation au chef. Cette armée, ces 10 000 hommes qui étaient à peu près qui étaient au Caire, vont rentrer en France en emmenant la dépouille de Kléber. Le régiment de dromadaires capitule en rase campagne. La défaite est en train de se consommer. Menou est assiégé dans Alexandrie. Il est furieux de l'attitude de Belliard. Il a perdu la moitié de son armée d'un seul coup. Il estime pouvoir tenir encore 3 mois. Mais le scorbut et la peste réapparaissent dans la troupe et Menou lui-même est affecté de la peste. Régnier rentre en France, fin juin, sur l'injonction de Menou, hop, et commence une campagne de dénigrement de Menou. Il réclame même le jugement de Menou. Alexandrie, les dissensions dans l'état-major continuent. Finalement, Menou se résout à négocier, tente encore de gagner du temps et capitule finalement le 30 août. Les Anglais acceptent leur retour en France, de 11 000 militaires et presque 700 civils. Les Anglais exigent de garder tous les objets et les documents des scientifiques français. Tout ce qu'on avait fait comme travail, si vous voulez, de recherche avec nos scientifiques, les Anglais veulent s'en emparer. Donc là, Menou et les scientifiques arrivent à sauver les documents. Tous les objets, c'est les Anglais qui s'en sont emparés, la pierre de Rosette, la fameuse pierre de Rosette, mais les documents, ce qui servira après pour rédiger la fameuse encyclopédie sur l'Égypte, eh bien, peuvent rentrer en France. Menou est le dernier à partir d'Égypte. Il embarque le 17 octobre avec sa famille et une partie de son état-major sur une frégate anglaise. Dans le même temps, Bonaparte avait négocié avec les Anglais et avisé Menou qu'il était inutile de poursuivre le combat. Alors Menou rentre en France. Que devient-il? Et on n'en parle plus trop dans ce conseil général. Alors Bonaparte maintient son soutien à Menou. Il maintient son soutien à Menou. Il considère que les responsabilités de la défaite sont partagées. Il écrira
Votre longue résistance à Alexandrie a été utile aux négociations. Il s'exprima en termes identiques à Sainte-Hélène. Mais pour ne pas s'aliéner les anciens de l'armée du Rhin, il va les absoudre. Régnier publie une première fois ses mémoires. Elles seront interdites par Napoléon, par Bonaparte. Bonaparte interdit la publication des mémoires de Régnier. Les adversaires de Menou sont sanctionnés. Régnier donc est mis à la retraite, exilé à 30 lieues de Paris, et ne rentrera en grâce qu'en 1808. Il sera prisonnier à Leipzig, et brave militaire mourra de la goutte en février 1814. Napoléon à Sainte-Hélène ne reconnaîtra pas beaucoup de qualités à Régnier pour son action au Calabre et au Portugal avec Masséna. Damas a mis à la retraite, donc le chef d'état-major de Menou, a mis à la retraite en 1802 et s'attache à Murat. Le général Dumas, qui s'est également opposé à Menou, a mis à la retraite et vivra dans la pauvreté. S'agissant du clan des civils opposés à Menou, Tallien perd son influence et Pousliègue, un ami administrateur, ne retrouvera plus d'emploi public. Menou se voit maintenir sa solde de commandant en chef de l'armée d'Égypte, ce qui n'est pas rien. À l'époque, une solde de commandant en chef, c'était quelque chose. Je vous connais bien, dit Bonaparte. Vos malheurs ont été grands, mais ils ne vous ont rien fait perdre de mon estime, et je m'empresserai de le témoigner hautement, afin qu'aucune clameur ne puisse entacher votre conduite. En décembre 1802, Menou est fait membre du tribunat et désigné comme administrateur de 6 départements en Italie. Il gouverne le Piémont pendant 6 ans. Il est chevalier de la Légion d'honneur, grand officier en 1804, chevalier de couronne de fer, de baron d'Ancien Régime, il devient comte d'Empire. Et en 1807, Napoléon lui confie aussi l'administration de la Toscane, puis de Venise, en 1808. Menou laisse en Italie une réputation d'administrateur, intelligent et compétent, apprécié des Italiens. On raconte par ailleurs qu'il aurait demandé au pape son pardon pour son apostasie, pour être devenu musulman. Selon les racontards, et toujours des racontards, Pie VII lui aurait tout pardonné, sauf d'avoir épousé une femme peu jolie. En Toscane, il parvient à calmer les troubles grâce à la présence du général Radet, qui créera une gendarmerie, celui qui avait arrêté le pape. Toutefois, sa réputation sera ternie par son goût pour le faste et les plaisirs de la chair. Nommé président de la junte de Florence, il laisse son épouse à Turin pour s'afficher avec des danseuses et des comédiennes. Il se fait accompagner par sa maîtresse, Jeanne Grassini, lors de réunions officielles. Imaginez. Cette cantatrice ne lui suffisait toutefois pas. D'après Marmont, toujours Marmont, il courait dans toute l'Italie après une cantatrice. Il offre des fêtes d'un luxe asiatique, il y avait pris goût, qui dure jusqu'à 3 jours et 3 nuits et dépense sans compter. Il fait des dettes importantes, y compris auprès de son valet de chambre. En 1810, les réclamations des créanciers atteignent le ministère de la Guerre à Paris. Les créanciers commencent à couiner un petit peu. En 1810, il devait 153 000 francs, qui était une somme énorme à l'époque. Mais le personnage est trop important pour que les avocats s'y attaquent. Longtemps, Napoléon pardonnera les frasques de son vieil égyptien, ou encore de l'osmanli, comme il l'appelait. Mais à bout de patience, il demande à Eugène de Beauharnais, vice-roi d'Italie, de solder les dettes et de faire rentrer Menou en France, tant le scandale commençait à être important. Le 23 juillet 1810, le ministère de la Guerre lui fait savoir qu'il est autorisé à rentrer en France. On dit il est limogé, disgracié. Sur le point de partir, il contracte une forte fièvre et le 13 août, il meurt à Mestre, près de Venise, où il est enterré. Donc sa disgrâce aura été courte. Napoléon lui gardera sa grâce après son décès, en faisant son fils Jacques Mourad Soliman comte d'Empire en 2011, alors qu'il n'a que 11 ans.
Ce fils mourra à l'école de cavalerie de Saumur en 1816. Il mourra de maladie. Donc sans descendance. Son épouse reçoit une pension de 6 000 francs. Elle revient en France et vit entre... Donc elle quitte l'Italie, et elle vit entre sa campagne de Bousset, la maison de la famille, si je puis dire, et Paris, comme le font de nombreuses veuves de militaires. Alors, elle fréquente aussi les cures, les bains, comme on dit, et avec ses bains, elle se fait remarquer par Madame d'Abrantès. Elle était jolie comme une psyché. Pourtant, Madame d'Abrantès avait la langue bien pointue. Et elle va décéder à Paris en juin 1816. Elle repose au Père-Lachaise. Oui, je vous avais montré la photo tout à l'heure de la tombe. Elle repose au Père-Lachaise. Alors Menou, dans l'histoire, il est ostracisé. Menou, c'est l'incapable, c'est celui qui a perdu l'Égypte. Hein, et puis s'est marié avec une musulmane. Bon. Alors il ne passe pas auréolé, dans l'histoire, auréolé par ses succès d'administrateur. Il reste l'objet du dénigrement des anticolonistes, Régnier, les mémoires de Régnier. On note toutefois l'appréciation positive de l'arrêt qui rapporte que Menou a pris des mesures heureuses sur le plan sanitaire et de l'organisation de santé, et que ces mois de gouvernance ont permis d'apprécier les avantages et le climat d'Égypte. Bon, l'appréciation portée dans le mémorial de Sainte-Hélène est peu flatteuse néanmoins. Sa bravoure au combat est reconnue, mais ses fautes grossières ont amené la perte de l'Égypte. Mais Napoléon reconnaît l'attitude générale de sédition des généraux et leur peu de conviction pour la nécessité de garder l'Égypte. Il relève aussi que si Kléber avait évacué l'Égypte, il l'aurait mis en jugement. Les mémoires de Régnier vont finalement paraître en 1827. 20 ans après la mort de Menou, quasiment. Et c'est une longue accusation. Menou est cité et dénigré presque à chaque page. Le texte est l'expression de la haine de Régnier. Menou ne peut plus se défendre, il est mort. Et Régnier ne peut pas être accusé, il est également mort. Ce qui est écrit fait désormais foi. En 1836, le nom de Menou est gravé sur l'Arc de Triomphe. Pilier, donc l'adresse, c'est Pilier Sud, colonne 24, et il est encadré par Marmont et Perret, un amiral de la campagne d'Égypte. Et Régnier, il est inscrit 3 lignes en dessous, quand même. Petite vengeance, il est 3 lignes en dessous. En 1838, paraît un ouvrage, Opinion et jugement sur les choses et les gens par Napoléon. C'est un extrait de ses textes et de ses pensées. Et la rubrique Menou, on lit « Le général Menou paraissait avoir toutes les qualités pour le commandement, très instruit, bon administrateur, intègre. Il s'était fait musulman, ce qui était assez ridicule, mais fort agréable au pays. On était en doute sur ses talents militaires, on savait qu'il était extrêmement brave. Il était impossible de prévoir à quel point Menou avait d'incapacité pour la direction des affaires de la guerre. » Bon, un dictionnaire des célébrités de la France de 1850 reprend les mêmes termes, ne fait que recopier. En 1869, c'est la même chose, on répète la même chose. Les mémoires de Marmont apportent quelques éléments positifs. Donc, le général Menou a acquis une réputation si tristement célèbre en attachant son nom à la perte de l'Égypte. Vous voyez ? Laurent de Lardèche, qui est le contradicteur de Marmont, écrit « Menou est détestable à la guerre, mais homme bon à beaucoup de choses ». Paraît en 1911 une biographie, paraît dénommée Georges Rigaud, qui elle donne un éclairage tout à fait nouveau sur Menou, et en particulier cette idée qu'il avait de transformer l'Égypte en une colonie économique pour, comment dirais-je, compenser la perte des Antilles. Et donc la vision que Menou avait vue du développement potentiel de l'Égypte, et qu'il fallait sortir de la société musulmane telle qu'elle était pour l'amener donc à un développement. Et c'est le seul ouvrage qui est entièrement consacré à Menou. Depuis 1911, regardez où il a été écrit. La rubrique Menou du dictionnaire Hachette des noms propres est succincte. Né le, mort le, voilà. Enfin, c'est un peu court. Mais à la rubrique Menou du dictionnaire Napoléon,
Jean-Édouard Gobi le réhabilite en réfutant la qualification d'incapable. Alors, en fait, on peut estimer en conclusion que Menou a prolongé le rêve d'Orient de Bonaparte, en quelque sorte. Il a essayé en tout cas. Et les thèses colonisatrices de l'époque trouveront une résonance lors du Second Empire. Au Second Empire, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve avec l'Algérie sur les bras. On est allé à l'Algérie en 1830, on s'y est battu, on a... mais que faire de ce territoire? Et Napoléon III va reprendre un peu les thèses de Menou pour en faire une colonie dans laquelle on va s'installer en s'impliquant avec la population. Pour ce qui est de l'avenir de l'Égypte, après l'occupation anglaise, qui sera finalement assez courte, Mehemet Ali renouera avec la France, puisque des officiers français serviront dans l'armée de Mehemet Ali. L'égyptologie se développera suite à l'expédition, tout le monde le sait, puisque les antiquités françaises acquises par Drovetti, qui était un consul, italien mais français par le fait, si je puis dire, seront achetées par le musée de Milan, et plus tard, Ferdinand de Lesseps y réalisera sa grande œuvre, et Eugénie inaugurera le canal de Suez. Et l'Égypte restera toujours un des grands thèmes de la question d'Orient pendant tout le XIXe siècle. Merci, mon général. Vous êtes très ponctuel. Je ne peux pas respecter l'horaire. Il a appelé son fils Suleiman, qui est le nom de l'assassin de Kléber. Alors, ça va très bien passer, vous imaginez. Imaginez. Oui, ça jette un froid, quoi. C'était sans doute un original. C'était sans doute un original par rapport à sa famille, je dirais. Hein. Un cadet qui a cherché sa voie, en quelque sorte. Hein. Et bien, ma foi, c'était pour lui l'occasion d'accéder au grade. Hein. Beaucoup ont fait comme lui. Beaucoup ont fait comme lui, d'officiers royaux. Hein. Beaucoup ont fait comme lui. Et lui s'en est sorti, j'oserais dire. Hein. Mais beaucoup ont fait comme lui. Il n'est pas le seul. Alors effectivement, ça peut être choquant de penser qu'il a été, dans les guerres de Vendée, dans les Bleus, bien sûr. Hein. Et oui, comme d'autres. Oui, tout à fait. Comme d'autres, ils ont traversé cette époque extrêmement troublée, entre la Révolution, l'Empire et la suite, pour certains. Donc il a fallu vivre, il a fallu s'en sortir. Certains y ont laissé leur vie, je dirais en quelque sorte. Certains ont démissionné, sont partis dans l'ombre, ont émigré, hein, beaucoup. Mais un certain nombre sont restés au service de la France. Hein. Et c'est vrai qu'il était d'une très longue famille, enfin, d'une très grande... il avait une lignée derrière lui considérable. Hein. Il est resté donc... Menou n'a pas été le seul à se marier avec une femme localement. Hein. Beaucoup se sont mariés avec des coptes, donc des chrétiennes, mais un certain nombre se sont mariés avec des musulmanes, ou des... La religion parfois n'était pas très forte. Hein. Et un certain nombre se sont installés comme commerçants, tout simplement, comme artisans, beaucoup avaient des métiers, hein, tout simplement, hein, et sont restés là parce qu'ils ont trouvé que le climat était agréable, qu'on y vivait bien. Ouais, ça s'était plutôt bien passé pour certains, hein. Les troupes d'occupation. Hein. Et un certain nombre, effectivement, ont fait souche en Égypte et sont restés. Ils n'ont pas été importunés par la suite? Non, du tout, non. Non, les Égyptiens ne l'auront pas voulu. C'est assez curieux. Il n'y a pas eu ni les Turcs ni les Égyptiens n'ont eu véritablement d'opposition, puisque Mehemet Ali, donc à peine 20 ans après, quoi, 25 ans après, accueille les Français bras ouverts, accueille les voyageurs français. Récemment, je lisais les mémoires d'Ida de Saint-Elme qui prouvaient qu'il se pamoisait d'admiration pour la réception qu'on lui avait faite en Égypte, etc. Parce qu'en Égypte, on avait admiré le grand Napoléon. Là, ça avait été quand même un personnage étonnant. Hein. Pour votre information, je termine un livre sur les Dromois en Égypte,
Donc il y a 2000 Dromois qui sont partis en Égypte, dans les armées de Bonaparte. Sur les 2000, il y en a 1000 qui sont revenus. Ça ne veut pas dire qu'il y en a 1000 qui sont morts, il y en a beaucoup qui ont fait souche, pas forcément en Égypte, mais à Malte, etc. Donc il y a la moitié des effectifs des Dromois qui sont revenus et qui ont continué donc leur vie en France. Oui, donc il y a peut-être des gens qui ont l'accent de Valence qui sont quelque part en Égypte aujourd'hui. De Valence, et puis sûrement de Haute-Marne aussi.